Et donc, Arwen, tu pourrais te retourner s'il te plaît? Eh, c'est par là que ça se passe. Bonjour les amis. Alors, on va commencer l'année du potager. Vous voyez, en bonne compagnie. Ça y est, elle aussi, elle a hâte d'être avec moi au potager. Bon, vous voyez, le potager est endormi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quoi? Évidemment, on va faire un petit retour sur le bilan des récoltes de l'année 2021 et les préparatifs de l'année 2022, parce que bientôt, il va falloir s'y mettre. Alors, en France, il y a trois grosses régions. La région, on va dire océanique et semi-océanique, qui représente à peu près 80% de la France, et les régions montagneuses, Massif central, le Jura, les Vosges, les Alpes, les Hautes-Alpes, les Pyrénées bien évidemment, et le bassin méditerranéen. Donc c'est trois régions de culture à peu près différentes qui ne sont pas sur le même rythme. Donc nous, ici en Bretagne et dans toute cette partie de la France, dans les climats océaniques et semi-océaniques, c'est pas encore l'heure de commencer vraiment. Qu'est-ce qu'on fait au mois de janvier au potager dans nos régions? Eh ben, on commence tout simplement par faire un tour dans l'atelier. On regarde nos outils. C'est le moment de regarder ce qui a besoin d'être réparé, resserrer la petite vis. C'est le moment de faire les vidanges si vous avez des outils, donc le rotofil, la motobineuse, que dire encore, la tronçonneuse si vous avez des arbres à couper. C'est le moment de réviser tout son matériel et de préparer le potager. Donc vous avez dû normalement dès le mois d'octobre-novembre, aux endroits où il n'y avait plus de légumes, commencer à remettre du compost pour pouvoir alimenter le terrain. Si vous avez des serres, bon nous on a une petite serre tunnel qui commence à battre de l'aile, on verra ce qu'on va en faire cette année. Si on ne retourne pas ces serres en direct à qui on souhaite tous nos voeux de bonne année. Et puis derrière il y a la serre qui est là, aussi il faut commencer à nettoyer dans la serre, commencer à préparer, biner, parce que d'ici quelques jours, on va commencer à mettre les pommes de terre nouvelles, on va commencer à mettre de l'ail. Je vais mettre de la fève cette année en serre parce que là, les fèves en Bretagne, avant le 15 mai, ça marche pas, donc on va travailler avec une serre. Et puis le terrain est plus ou moins préparé, il attend notre tour. Une autre grande nouvelle pour l'année 2022. On n'en a pas encore parlé. Vous savez que nous sommes toujours en train de développer, nous sommes à recherche de projets, de nouveautés. Dans une des grandes nouveautés, pour ceux qui sont venus ici, c'était une ancienne forêt abandonnée depuis peut-être une vingtaine d'années où il n'y avait pas eu gros travaux, dans tous les cas. On a abattu plein d'arbres parce que là, derrière moi, vous allez avoir tout simplement notre forêt comestible. C'est-à-dire que nous allons planter énormément de fruitiers et nous avons débarrassé tout le terrain. Donc vous voyez, on a dû faire intervenir des gros tracteurs parce que fallait voir le boulot qu'il y avait. Donc merci à Michel d'ailleurs, je sais qu'il nous suit parce qu'il a sacrément bossé le garçon. Et puis maintenant on va aller faire un petit tour, on va aller voir les endives. Découverte en direct des endives. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Comme il a pas fait. Oh là là, bonjour. Oh bonjour, elles sont un petit peu ouvertes encore. Peut-être que j'ai pas mis assez de terre, j'en sais rien. Regardez, regardez, regardez. Bon. Ah si, elles sont pas mal. Bon allez, c'est fini, hop. C'est pas mal, hein. On va se régaler. Ah, regardez, j'en profite. Et bien là, on a des radis, des bons radis noirs d'hiver. Regardez ça, il y en a partout, des grands radis. Regardez, ah, ils sont beaux. Et puis des radis noirs, des radis maraîchers longs là, ils sont bons. Ça, c'est des radis de l'année dernière. Vous voyez les petits radis rouges? Bon, on les a laissés parce que c'est comme ça. Nos poireaux, une merveille, on se régale régulièrement. Tout va bien, l'hiver est génial. Il fait à peu près 4 degrés. C'était tout gelé ce matin, donc on va pas traîner ici, on va vite rentrer. Je vous emmène à la maison et on continue de discuter. Ouais, viens ma chérie. Viens, oui, viens. On va descendre tous les deux. Oui, viens. Oui, viens. Non, c'est pas pompe. Elle veut me mordre.
Elle fait que ça. Et tiens, tiens. On est revenu se mettre au chaud, hein. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester avec un temps pareil. En plus, il a beaucoup plu ces derniers jours, on n'est pas trop sorti, donc le choc thermique entre la maison qui est très bien chauffée et puis l'extérieur, donc ça fait une bonne quinzaine de degrés, ça pince un peu. Il a fait très beau là au niveau de la chaleur ces derniers jours en Bretagne, il a fait très doux, mais par contre il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, donc on ne peut rien faire dans le potager pour l'instant, faut attendre. Petite chose sur laquelle je souhaitais revenir, parce que nous ne sommes pas permaculteurs, parce que c'est notre choix de faire. Souvent, on a des personnes qui disent que nous sommes permaculteurs. Non, c'est pas vrai du tout. Non, on fonctionne pas comme ça. J'ai énormément de respect pour la permaculture. La permaculture, elle est née dans les années 74. C'est quelque chose d'assez moderne, assez nouveau. Bon, l'engouement du nouveau, c'est bien. Mais je pense que derrière, il y a toute une démarche personnelle, une démarche foncièrement humaine qui est très intéressante et j'admire ça. Bon après, la permaculture par exemple, la culture sur gazon ou sur herbe, ça existait déjà chez les Incas. Donc c'est une façon d'aborder la nature en étant très respectueux, mais c'est aussi quelque chose qui existait plus ou moins avant. On va se croiser avec les chemins de la permaculture parce qu'on a à peu près la même démarche, on rentre dans une biodiversité, on la respecte énormément, au maximum pour nous. Bon, nous, de temps en temps, on est obligé d'intervenir avec une motobineuse parce qu'on a un grand terrain. Je ne sais pas si tous les permaculteurs, quand ils arrivent à avoir 1000 mètres, 2000 mètres, ou s'ils n'utilisent pas d'outils. J'en connais personnellement qui utilisent aussi ce genre de mécanique. Donc pour moi, la permaculture, c'est quelque chose d'extrêmement engagé, c'est-à-dire c'est une philosophie de la vie, c'est-à-dire que on n'utilise pas de plastique, on ne prend pas du bois qui est traité à cœur, on prend du châtaignier, on prend du pain spécial, des pins maritimes qui résistent au climat en étant exposés dehors. On prend du bois naturel, on ne met pas de produits, on ne prend pas des gamelles en plastique, on ne fait pas de la culture d'endives dans une cave en disant c'est ma culture d'endives bio. Non, ni bio ni permaculture. La permaculture pour moi c'est vraiment une entité, une façon de vivre. Alors il y a des permaculteurs merveilleux et je les admire parce que je trouve que leur démarche est super et elle est sincère. Après, c'est un peu comme partout, il y a à boire et à manger. Pour moi la permaculture c'est une question de philosophie en même temps qu'une question de potager. Voilà, donc nous sommes des gens qui travaillons, comme moi j'ai commencé à apprendre en étant tout gamin, 10 ans avant la permaculture, je commençais à grenouiller avec mes grands-parents, avec mes parents, mes premiers souvenirs c'est les endives avec mon père, les fraises avec ma mère, les pommes de terre avec mon grand-père. Bon ben voilà, c'est des choses qui sont ancrées en moi, j'ai toujours vu ça, je les reproduis, j'ai vécu sur la Méditerranée, enfin dans la Méditerranée. J'avais commencé à faire du potager parce que j'adore ça. Bon, au bout d'un certain temps, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que dans la Méditerranée, il y a un phénomène, d'immense chaleur qui fait qu'il faut arroser énormément ou arroser modérément, ça dépend du terrain où on est et de l'exposition. Donc moi j'étais exposé plein sud en altitude, j'étais exposé au vent, donc évidemment j'étais obligé d'arroser plus. Et puis après, il y a le phénomène attractif de la saison estivale où il y a énormément plus de monde. Par exemple, à Saint-Tropez, vous passez de 5000 habitants à 60 000 et toute la côte d'Azur et tout le bassin méditerranéen explose de monde. Donc forcément, il y a plus de consommation, il y a plus de gens qui vont aux toilettes, il y a plus de gens qui consomment de l'eau. L'eau est obligée d'être traitée et quand on n'a pas d'eau naturelle, et on arrose avec une eau de ville qui est surtraitée. Et puis moi, mes légumes jaunissaient, je trouvais qu'ils étaient insipides, qu'ils n'avaient pas de goût, donc pour moi, j'avais un peu du mal à m'adapter avec ça. Donc vous comprenez qu'à force, avec le temps, je ne faisais plus que des fleurs. J'avais quelques fruitiers provençaux, les figues, des mûriers, des petites choses comme ça, mais plus grand chose. Et puis voilà, mon bonheur de revenir en Bretagne, puisque c'est mes origines. Et puis là, j'y trouve complètement mon compte, puisque déjà c'est comme ça que j'avais appris à jardiner, donc je connais bien cette façon de travailler la terre. Ici, la terre, c'est celle que j'ai à peu près connue, puisque j'étais à 60 km d'ici avec mes grands-parents. Et puis voilà, donc là, on est en pleine expansion, on est en train de faire plein de choses, et puis c'est un vrai bonheur. Donc l'année 2021, pour revenir sur ça, le bilan de nos légumes. Je mets mes lunettes parce que j'ai pris quelques notes. Alors on va commencer par les flops, parce qu'il faut pas commencer que par des réussites. Ce qui n'a pas marché, on a fait des expériences, le wasabi.
On n'a pas trouvé un endroit suffisamment ombragé, suffisamment au soleil. C'était peut-être un peu trop arrosé, donc il n'a pas tenu, il a fini par pourrir. J'ai sauvegardé la racine, je l'ai replanté. À voir cette année si on peut le récupérer. Les pois chiches, les lentilles, le cacahuétier. Alors là, bon, ça, on a fait l'essai. Les pois chiches, bah, ça pousse super bien, mais après, ça se finit pas en croissance, et puis ça finit par pourrir sur pied. Donc il y a eu aussi des conditions climatiques extraordinairement pluvieuses. Donc voilà, les lentilles, c'est pareil, c'est monté. On a ramassé des lentilles, mais le travail qu'il y avait à faire pour récupérer peut-être une cinquantaine ou une centaine de grammes de lentilles, c'était pas la peine. Cacahuétier, une catastrophe, ça n'a absolument rien fait. Pourtant, c'était dans la serre pour que ça reste à conditions climatique normale. Et puis, bah, il y a les flops de l'année, qui sont les blettes, les melons, les fèves, les épinards, les choux chinois. Les fèves, il a trop plu, il a fait trop froid, ça n'a pas marché. Les épinards, on a un problème avec notre terrain, on est en train d'étudier la qualité de notre terre pour résoudre ça. Les melons, bah, en Bretagne, c'est pile ou face, une année tu peux les mettre dehors, une année tu les mets pas. Bah, cette année, il ne fallait pas les mettre dehors, il aurait fallu que ce soit en serre. Je les ai arrachés, je les ai replantés en serre, ils ont commencé à faire des melons. Donc cette année, on plantera les melons en serre. Les blettes, là aussi, on a un problème. Là, c'est un problème de matière organique, je pense. On a sauvegardé nos pieds, ils sont toujours en terre, puisque les blettes, ça se conserve 2 années en général. Les épinards, c'est la catastrophe. Je n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je fais tout comme je suis convaincu qu'il faut que ce soit fait. Je ne dis pas que je ne fais pas d'erreur, mais à force de chercher et regarder, je suis convaincu qu'il y a un problème avec le terrain. Donc je vais les changer complètement d'endroit. Cette année, j'ai préparé quelque chose d'autre. Après, bah, les réussites. Alors, on va commencer par les plus modestes, où on a eu des belles surprises cette année. C'est les poivrons. On les a fait en serre, on a eu 14 kilos. Ça, c'était intéressant. Les petits pois, on a fait 8,5 kg. Les haricots, 34 kilos. Les choux, on a fait 20 kilos. On mange beaucoup, beaucoup de choux, que ce soit les choux-fleurs, les choux brocolis. Pour la choucroute, ça consomme déjà 6-7 kilos de choux frais, puisqu'on en fait 5 kilos préparés. Les fruits rouges, c'était une très très bonne année. Les oignons, on a fait presque 100 kilos. Donc voilà, tout ça dans des proportions, si vous voulez, pour 8 personnes. Et c'est des proportions qui ont fait 30 à 40% de plus qu'une année normale. Et le recordman, bon, évidemment, les pommes de terre, ça a très bien marché. On a eu le mildiou, on a arraché toutes les fans, on les a laissées en terre. On a fini par avoir une bonne récolte. Et ce qui a marché énormément, énormément pour nous cette année, c'est les tomates. On les a plantées après les saintes glaces. On a attendu, on a été patient. Ça a commencé à donner vers le 20 juillet les premières tomates. Ça a donné jusqu'au 20 octobre intensément. Et après le 20 octobre jusqu'au 25 novembre, on a grignoté les dernières tomates cerises, les quelques tomates qui restaient. Ça a été une année record. Nous avons fait avec 40 pieds de tomates 201 kilos de tomates récupérées. Donc on a eu une réussite totale. Alors, l'analyse de la réussite totale, c'est pas très compliqué. Premièrement, donc on a travaillé avec un professionnel pour les serres. Donc une serre, on plante les tomates. Dès qu'on a planté les tomates, on laisse la serre totalement ouverte. On arrose au départ, on arrose très 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 peu. On fait des traitements préventifs au purin de prêle. Si ça commence à un peu bouger, on fait un traitement avec de la bouillie bordelaise. Et puis après, il reste le bicarbonate de soude avec de l'huile mélangée dans 1 litre d'eau, c'est une dose de cuillère à café, une dose d'huile, vous mélangez ça et vous vaporisez ça feuille à feuille, dessus, dessous. Normalement, ça tue les champignons et là, vous y arrivez. On n'a pas parlé du bicarbonate cette année parce que je ne l'avais pas suffisamment testé, donc je reviendrai là-dessus en temps voulu. Nous avons fait donc un peu plus de 5 kg de tomates par pied. Donc c'est plutôt très très bon résultat. On s'est régalé, on a eu la chance aussi, mais c'était juste pour faire ça, mais pour avoir des bonnes tomates, et ben, les 3 conditions, c'est simple, hein. De ne pas trop arroser, d'avoir une serre protectrice pour les régions qui peuvent pas se permettre de travailler avec des serres sans serre, quoi. Je veux dire, presque toute la France a besoin d'avoir une serre. Et après, la troisième chose, c'est de faire des traitements préventifs et puis de regarder, d'être tous les jours avec ses tomates. Bon, on va s'arrêter là-dessus, on pourrait parler des chiffres encore pendant des heures. Le bilan, c'est quoi cette année en chiffres? Total des récoltes, le poids, 743
630 kg, donc 743 kg. Total des récoltes diverses, c'est-à-dire les pommes, les noisettes, les noix, les châtaignes, les choses, on a fait 53 kg en plus. Notre budget complet pour 800 kg, c'est 1327,72 € complet pour l'année de plants, de graines, de semis. On a rajouté là-dessus donc des matériels qu'on a investis. Donc on a investi 326 € de poteaux, d'accessoires, de bicarbonate, des petites choses comme ça. Donc ça c'est pluriannuel, donc on ne peut pas les rentrer vraiment dans le budget. Ce que je voulais vous dire, si vous occupez bien de votre terrain, que vous apportez des bons amendements, que vous prenez bien du purin, vous n'avez pas besoin de produits sophistiqués pour pouvoir traiter. On peut venir à bout de quasiment tout. Cette année, on a fait 65 grammes de bouillie bordelaise en tout et pour tout dans notre potager. Donc vous voyez, tout le reste, c'était entièrement naturel. Il n'y a pas eu d'intervention de produits. Ce qu'on veut dire et ce qu'on est en train de vous montrer grâce à nos livres, grâce à notre façon de faire, c'est qu'on peut être autonome. C'est-à-dire que l'autonomie se fait, c'est vous qui vous la faites bien évidemment, par rapport à votre situation de vie, par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous avez le temps de faire, mais vous pouvez être autonome totalement en légumes. Il faut suivre la démarche, c'est-à-dire bon, savoir planter, savoir semer. Je crois qu'on peut dire que tout le monde est capable de le faire et c'est vraiment pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'entretenir le potager, d'entretenir et d'aller jusqu'au bout de la culture et d'avoir des récoltes qui soient suffisantes. Donc vous avez notre livre, Comment nourrir sa famille grâce à son potager, qui aborde encore une fois toutes les quantités légumes par légumes, les astuces et les techniques et les conseils pour pouvoir planter. On vous donne les conseils de ce que vous devez semer. Et puis cette année, on a mis notre petit livre qui est le complément indispensable pour pouvoir atteindre l'autonomie. C'est notre carnet, nos notes. Ça nous permet de quoi? Ah, Sandrine vous montre le livre de Popote et Potager, Comment nourrir. Ce livre, c'est quoi? C'est la continuité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, ça vous permet, vous, de prendre toutes les notes de ce qu'il y a. Dedans, il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est l'agenda. On a commencé à l'ouvrir là au début de notre longue vidéo de début d'année. Donc, vous retrouverez ce petit agenda dans notre livre. Vous savez que je cultive tout avec les systèmes de la Lune, en respectant les cycles de la Lune. Donc il y a toujours des personnes qui disent « Oui, la Lune, moi j'y crois pas, ça ne fait pas. » Bon, vous savez, si les grandes marées, c'est parce qu'il y a une pleine lune qui arrive ou qu'il y a la Lune qui influence sur les grandes et les petites marées. Si la Lune arrive à faire bouger les mers, je pense que nos légumes, ils doivent avoir une petite incidence aussi. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez, je l'ai déjà dit à peu près 20 fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre? Bon, vous verrez évidemment, ah oui, il y a les bons assemblages, c'est-à-dire les bonnes associations et les mauvaises associations qu'on a poussé un peu plus loin encore par rapport au livre. Et puis, ben voilà, donc tout ce qu'on plante mois par mois avec tous les conseils. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ma liste d'achat. On l'a mis dans le livre Comment nourrir sa famille et son potager, on vous en a mis qu'un extrait. Et on s'est aperçu que on n'était pas gentil avec ceux qui n'ont acheté que le carnet. Donc on va vous donner la dernière page qui manque parce qu'on ne l'a pas mise. On ne pensait pas que c'était utile parce qu'on s'est dit qu'il faut avoir acheté les 2 livres. Mais bon, si vous n'avez pas acheté les 2 livres, bon, vous allez trouver ici un petit PDF en pièce jointe. Je ne sais pas, Sandrine va me mettre ça en plus. Donc c'est la dernière page qui manque où on a tous les derniers légumes. Bon, bah... Quand on refera une réédition, on n'en doute pas, d'ici 1 ou 2 ans, bah on verra avec la société d'édition, mais dans tous les cas, si vous achetez les 2 livres, ce qui nous paraît indispensable, c'est de la redondance, donc ça fait un peu un copier-coller, mais c'est pour ça qu'on n'avait mis qu'un extrait. Voilà, donc il me reste à vous saluer, à vous embrasser énormément, très fort, vous souhaiter une magnifique année de jardinage. Alors, je vais sortir du contexte exceptionnellement. D'habitude, on se cantonne à exactement ce qu'on sait faire. Mais aujourd'hui, moi aussi, j'ai envie de dire quelque chose, parce que à ceux qu'on emmerde, sachez, monsieur, que les bonnets rouges, aussi, ils vous emmerdent énormément. Bien à vous, monsieur. Vous pouvez pas la rater, celle-là. Hein?